Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Vous êtes avec moi pour une 55e Mondoscopie. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes le 22 janvier 2025. Toujours la même chose, inscrivez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche pour avoir les notifications, likez et partagez cette vidéo, rejoignez le cercle Paix et Guerre où nous sommes de plus en plus nombreux pour avoir d'autres contenus, les clés du monde, le grand direct, avec des cartes, avec voilà, un certain nombre d'éléments. Et vous avez le lien pour faire cela, pour devenir les amis du cercle Paix et Guerre. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Bon, aujourd'hui, j'ai intitulé la Mondoscopie « Trump 2.0, l'Empire va-t-il savoir contre-attaquer ?» Parce que ça me semble quand même la question. Autrement dit, Trump va-t-il tomber dans le piège américain, essentiellement? L'enjeu est colossal parce que pour les États-Unis, c'est l'occasion de renverser la vapeur ou de subir la poigne puissante des BRICS qui sont quand même en embuscade et qui se renforcent et qui travaillent pendant qu'on se réjouit ici ou qu'on s'inquiète d'ailleurs, qu'on panique très naïvement. Il y aura 3 points ce soir, donc Trump et l'Ukraine, c'est le gros morceau, stop ou encore, je vais appeler ça comme ça. Deuxième point, Trump et l'Europe, la double fracture. Et troisième point, Trump et le Moyen-Orient, marginaliser l'essentiel pour faire revivre son grand dessein. Je n'en dis pas plus. Voilà. Alors, je ne vais pas ici reprendre tous les commentaires paniqués, euphoriques, de toutes sortes qui ont suivi le discours tonitruant de Donald Trump pour son intronisation. Je vais tout de suite essayer de comprendre les conséquences probables de ce qu'il a pu dire et les choix qu'il a encore ouverts devant lui. Parce qu'il a dit que c'était la fin du déclin américain, bon, au-delà de l'hubris, de la posture, etc. Comme je l'avais anticipé à plusieurs reprises dans de précédentes mondoscopies, je sais bien que certains d'entre vous trouvent que je me répète, mais enfin, il y a quand même des choses très structurantes qu'il faut suivre en fait. Donc tout n'est pas nouveau non plus chaque semaine, c'est des longs processus. Et donc comme je l'ai dit déjà depuis un certain temps dans d'autres émissions, son retour inaugure un sursaut des États-Unis face à une perte de crédit, d'influence et de puissance qui est colossale en fait, même si ça se fait de manière perlée et qu'on ne veut pas le voir, mais ça court depuis plusieurs décennies maintenant. Bon. Donc il y a à la fois un sursaut intérieur, et là il a donc signé toute une série d'executive orders, comme vous l'avez vu sans doute. Il y en a un qui est très amusant. Donc, enfin, en tout cas, il a mis un stop au délitement sociétal américain et au wokisme en faisant un executive order sur le thème. En fait, il n'y a que 2 genres. Hein, voilà, sur la planète, le masculin et le féminin. Il n'y en a pas 32, 22, 26, hein, il y en a 2. C'est quand même délirant qu'on ait besoin de l'écrire et de signer un executive order du président des États-Unis pour dire cela. Mais voilà, c'est comme ça. Il a aussi, bien sûr, signé des choses pour, en fait, la reprise en main du pays face à l'immigration, notamment venant du Mexique. Et puis, enfin, et plein d'autres choses, mais je ne peux pas revenir sur tout. Et puis, il y a un sursaut, bien sûr, extérieur, vis-à-vis de l'extérieur, avec un coup d'arrêt affirmé aux positions dégradées des États-Unis dans le monde, avec des guerres sans fin qui, jusqu'à présent, n'ont pas été franchement gagnées, moins qu'on puisse dire. Donc toute la question est quand même de savoir si cette Amérique qui reprend du poil de la bête va agir et comment, va véritablement agir au-delà des mots, des grandes envolées, et comment. Donc est-ce que... Alors, il y a clairement un retour affirmé de l'exceptionnalisme américain, de la Manifest Destiny des États-Unis. Bon. Mais est-ce qu'on va aller dans cela, de nouveau et à rythme plus fort, ou bien est-ce qu'on va aller dans quand même une forme de rationalisation des problèmes, des engagements, des enjeux, des ambitions,
Il faut quand même se souvenir que les États-Unis sont un pays surendetté. Certes, ils ont une croissance, évidemment, ils croissent avec la dette, avec le dollar, mais enfin, c'est quand même 132% de leur PIB. C'est un pays, évidemment, défié clairement maintenant par la Chine, mais aussi par la Russie, et puis par l'ensemble des BRICS, avec une offensive contre le dollar, bon, qui prend du temps, mais enfin qui avance. Et puis, je ne parle même pas des pertes de position en Asie, en Afrique et en Europe. Bon. Donc, Trump a dit qu'il allait imposer à la Chine des tarifs douaniers de 100%. Bon, c'est une folie parce que, s'il faisait ça, je pense que c'est une position peut-être de négociation, parce que là, on va avoir droit quand même, je pense, jusqu'au début d'éventuelles discussions avec la Russie, on va avoir droit à une surenchère de déclarations des uns et des autres, d'ailleurs, très maximaliste. Bon, ça, c'est pour se mettre au bon niveau à l'entrée d'une négociation. Vous savez, on crie beaucoup, et puis après, on baisse d'un ton et on commence à discuter. Donc, Trump a dit qu'il allait imposer des droits de douane donc de 100%. Je rappelle quand même que l'Amérique est loin de produire tout ce que produit la Chine, donc les Américains vivent avec des produits chinois. Que s'il fait ça, il y aura une inflation des prix évidente qui va retomber sur les Américains. Hein. Que si les taux d'intérêt américains retombent, c'est pas très bon pour l'attractivité de la dette américaine en fait. Donc il y a un équilibre à trouver là aussi. Et en parallèle, on a vu, je vous en parlerai plus tard, que Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont parlé le jour même de l'inauguration. On fait une sorte de vidéo chat, si vous voulez, et sont bien d'accord pour rebalancer, rééquilibrer les échanges internationaux, si possible à leur avantage. Donc, l'UNIT, vous savez, cette monnaie des BRICS, commence à fonctionner, doucement, discrètement, mais on sait comment ça se passe, c'est-à-dire que tout ça, le jour où ce sera annoncé, ce sera déjà trop tard. Voilà, c'est aussi une méthode qui n'est pas celle des Occidentaux, qui est toujours de commencer à parler, à se vanter. Les autres, ils travaillent. Bon, moi je dis qu'il faut surveiller ça de très près. Il faut voir les échanges sur l'or, le diamant, le pétrole, pour lesquels un certain nombre de choses sont faites afin que ça bascule progressivement, ça échappe au billet vert, et donc à l'arme des sanctions, et donc à l'influence américaine, parce qu'en fait, toute la manœuvre russo-chinoise ou sino-russe, c'est de déprécier progressivement l'attractivité de la dette US. Et voilà, et comme les États-Unis vivent sur leur dette, ça peut coincer en partie la croissance américaine. Ça n'est pas pour tout de suite, ça n'est pas pour demain. Bon, je ne parle même pas de l'Europe qui est en pleine crise, là, énergétique évidemment, mais pas seulement. Donc en fait, la grande question, c'est, avec Trump, il est clair que l'empire est démasqué, si vous voulez, l'impérialisme américain, qui a toujours fonctionné, surtout depuis la fin de la guerre froide, sous couverture. Et la couverture, c'était les droits de l'homme, la démocratie, le libéralisme, le ruissellement de la richesse sur les peuples, etc., etc. Là, c'est clair, c'est net, c'est un discours sans embâge, sans équivoque. Donc il n'y a plus pour parler familièrement, il n'y a plus de bullshitting comme du temps des démocrates et même des Bush. Mais on ne renonce à rien et surtout pas à la domination globale que veut Trump. Donc la question, c'est est-ce que cet empire qui est de retour va être celui de la paix ou de la guerre ? Alors, il y a eu le discours d'intronisation et puis il y a eu donc la signature de toute une série d'executive orders et devant un parterre de journalistes qui ont posé pas mal de questions. C'était assez inquiétant quand même, mais enfin, je ris, mais c'est pas drôle en fait, sur le niveau d'information du président des États-Unis. Il a quand même, en prenant un air très malin, expliqué ou laissé entendre que l'Espagne faisait partie des BRICS. Bon, d'accord. Peut-être, je sais pas, c'est le S de BRICS peut-être. Il a fait une relation bizarre. Il a aussi dit que la Russie aurait 1 million de morts. Enfin bon, d'une manière générale, il a un peu un espèce de discours à ce stade
de parrain, vous voyez, de parrain vis-à-vis de ses obligés, qui leur expliquent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rendre gorge, que ce soit l'OTAN, l'Europe, la Chine, tout le monde est mis à la même aune. Le problème, c'est qu'un parrain, c'est quand même censé protéger ceux qui payent, ceux qui le raquettent et qui le payent, et puis c'est censé même donner de la puissance à ceux qui lui font allégeance, à ses sbires. Bon. Or, l'expérience pour l'instant, c'est plutôt que le suivisme et la servilité, notamment européenne, ont produit de l'affaiblissement collectif global en termes stratégiques. Bon. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la victoire de Trump, mais on en parlera dans le deuxième point, c'est aussi celle d'une partie des pays européens, une petite partie pour l'instant encore, mais d'autres commencent à avoir des lueurs d'espoir, et qui est celle des pays européens qui ont su depuis des années jouer la carte de leur peuple, et non pas simplement celle de leurs élites. Donc jouer la carte des peuples, du patriotisme, du souverainisme contre la Commission européenne et ses dictates. Et donc c'est une Europe des populismes, comme on dit, mais surtout des peuples en fait, qui est en train de vaincre avec Donald Trump. Donc qu'est-ce que ça signifie pour l'Europe? On va le voir plus tard. En tout cas, il y a une double fracture interne du camp occidental entre les États-Unis et l'Europe, et au sein de l'Europe, entre, en gros, les États qui continuent sur la voie du globalisme et qui s'imaginent que ça va pouvoir se faire, et les autres. Bon, j'y reviendrai. Alors, premier point, Trump et l'Ukraine, stop ou encore? Bon, vous avez vu qu'il a immédiatement supprimé toutes les accréditations des équipes Biden. Bon, ça c'est logique et c'est plutôt bien. Il a suspendu aussi toute l'aide américaine, USAID, enfin toutes ces agences, etc., pour 90 jours vers tous les pays, et donc vers l'Ukraine aussi. Il y a même un journaliste ukrainien qui a rencontré des journalistes du Washington Post et qui a dit qu'en fait, ce qui était en train de se passer, c'était une totale remise à neuf, enfin remise à zéro en fait des mécanismes de la relation entre l'Ukraine et les États-Unis, que tous les gens qui étaient responsables de quoi que ce soit touchant l'Ukraine étaient virés ou suspendus, qu'il y aurait, il y a même Bolton, qui lui ne s'occupait pas que de l'Ukraine, mais enfin John Bolton a perdu aussi ses accréditations, donc ça nettoie sec. Et donc il va y avoir un nouveau format. Tous les envois vers l'Ukraine ont été aussi suspendus. Tous les gens qui s'en occupaient au Pentagone dehors, où ils vont faire face à des enquêtes, évidemment, pour savoir où est passé tout cet argent. On parle de presque 200 milliards de dollars depuis 3 ans pour arriver au point où on en est. Donc voilà, la corruption, les trafics, tout ça, ça va, je pense quand même, il va y avoir un certain nombre de gens qui vont avoir à rendre des comptes. Washington a aussi, les États-Unis ont aussi retiré tous les contrats de transport pour les fournisseurs d'armement qui allaient vers la frontière polonaise, vers aussi les ports roumains, Constanța, Varna. Dans les bases de l'OTAN en Europe, tous les convois, toutes les cargaisons vers l'Ukraine ont été annulées ou suspendues. Et ça, c'est quand même, ça concerne des milliers de tonnes d'équipements, d'armes. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est là que c'est plus trouble et que c'est plus difficile à interpréter, en tout cas à ce stade. Parce que Trump a quand même a dit un certain nombre de choses sur le conflit, sur la situation. Il a expliqué d'abord que en fait, tout dépendait de Poutine s'il voulait négocier ou pas. Et s'il était intéressé à une négociation. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'il s'y intéresse. Bon, ça, je ne sais pas ce que Trump entend par là. Mais après, quand il a expliqué qu'il y avait 1 million de soldats russes morts, que la Russie avait perdu sa guerre, parce qu'en fait, elle voulait la faire en une semaine, c'est pas une guerre qu'elle voulait faire, c'est une
opération militaire spéciale, c'est très très limité, c'est pour ça qu'il y avait très peu de monde d'ailleurs, et un conflit qui dure depuis 3 ans, ben, c'était un échec. Bon. C'est une vision extrêmement basique, pauvre, oserais-je dire, de la réalité. En tout cas, ça montre qu'il est clairement désinformé ou très mal informé, et qu'un homme qui est si mal informé, on se demande comment est-ce qu'il va pouvoir mettre fin à la guerre. Parce que, comme je l'ai dit, il faut partir du réel, il faut partir de ce qui se passe véritablement. Et ce n'est pas ça qui se passe véritablement. Bon. Donc, il est déconnecté et mal informé. Il a dit que donc, Poutine, en plus, détruisait la Russie en ne voulant pas négocier, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est Zelensky qui ne veut pas négocier, que c'est l'OTAN qui ne veut pas négocier, que ce sont les États-Unis et que ce sont les néocons de Biden qui ne veulent pas négocier. Donc, c'est un mensonge éhonté. Est-ce qu'il croit à ce qu'il dit? Il a l'air presque convaincu que Vladimir Poutine, en fait, n'a pas envie de faire un accord. Et que donc il s'agirait de l'y pousser. Et comment l'y pousser? Bon, alors il dit que l'économie russe est en ruine. Bon, là aussi, c'est délirant. Il dit qu'il est prêt à mettre d'ailleurs encore davantage de sanctions sur la Russie si jamais elle n'accepte pas les termes d'une négociation qu'il aurait envie de lui proposer. Bon, bref. Est-ce qu'il dit ces énormités de bonne foi ou est-ce qu'il le fait délibérément un faux diagnostic pour avoir un prétexte pour contraindre la Russie à négocier sur ses bases à lui, qui sont fausses, qui sont irréalistes, donc qui vont produire un niet du côté russe, et qui donc permettront une poursuite de la guerre. Et c'est là qu'on voit tout le travail de sape qui a été fait en amont de son élection, et désormais même, et dans ses équipes de transition, et même maintenant, par toutes les couches du deep state qui sont quand même pas prêtes d'être toutes mises à bas, parce que manifestement, à moins qu'il n'ouvre rapidement enfin les yeux et qu'il propose quelque chose de sérieux à Poutine, on voit pas très bien ce qui va se passer. Et même s'il le faisait, est-ce que le deep state va le laisser faire? Est-ce que le département d'État vont le laisser faire? Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il se met en situation presque de pouvoir continuer avec une bonne raison, si vous voulez. Ou alors il veut mettre l'Ukraine à l'arrêt pour un moment, dans l'aide, dans le soutien, proposer à Poutine un plan inacceptable, avoir son refus, reprendre les fournitures d'armement, reprendre les sanctions. Bref, c'est assez confus à ce stade. En plus, en même temps qu'il dit que la Russie a perdu la guerre, il reconnaît quand même que la machine de guerre russe, c'est du lourd, au propre et au figuré, et qu'à la fin, il se pourrait bien que l'Ukraine n'arrive pas de toute manière à faire le poids, bon, ce qui est une évidence, que tout le monde sait, mais enfin... Donc c'est très étrange. Alors il faut mettre ça en résonance avec un certain nombre de déclarations. La plus importante est peut-être celle qui vient d'être faite par le général Christian Freuding, qui est le chef de la planification militaire allemande et le coordinateur, le grand coordonnateur, si vous voulez, de toute l'aide à l'Ukraine pour les Allemands. Et qui, lui, vient de rappeler quand même les évidences, ce que tous les spécialistes un peu sérieux savent, c'est-à-dire que la Russie est en train de construire une masse militaire et militaro-industrielle supérieure qui va très au-delà des besoins qu'elle a dans le conflit actuel. Elle construit des armées de réserve, enfin des réserves considérables, aussi bien en équipement qu'en hommes. Alors ça rappelle évidemment ce qu'avait dit Shoigu, à l'époque ministre de la Défense. En 1923, il avait dit qu'il avait créé une armée de réserve de 6 divisions
et que ils étaient entraînés professionnellement, etc., que c'était une force très sérieuse, qu'en 2024, et ça, ces déclarations dataient de février 24, il y avait déjà, si ma mémoire est bonne, 50 000 hommes qui avaient été recrutés pour le service. Bref, il y avait si vous voulez, la montée en puissance, elle ne date pas évidemment d'il y a 6 mois. Hein. Ça a commencé en fait avec la guerre et avec les sanctions et avec les accords perdus, pas conclus, qu'on n'a pas voulu conclure, avec Moscou au tout début de l'opération militaire spéciale. Freuding dit aussi quand même, c'est bon à savoir, que la Russie, par mois, produit désormais 3000 bombes planantes et est capable de fournir par an 3,7 millions d'obus. Voilà. Donc ça, 3,6 ou 3,7. Ça, c'est le gouvernement allemand. Hein. Ce n'est pas les Russes qui disent ça, c'est les Allemands qui estiment ça. Donc, si vous voulez, ça, c'est la réalité. Donc, soit Trump comprend la réalité de la situation militaire, du rapport de force, soit s'il ne comprend pas l'ampleur de la réalité, il risque, comme le lui a rappelé, il a rappelé dans Politico Steve Bannon, qui était son ancien stratège politique, il est en train de se créer un nouveau Vietnam, un peu comme Nixon s'était trouvé incapable de finalement sortir de la guerre du Vietnam. Il s'était enlisé et c'est un peu le risque que court Trump s'il ne comprend pas. S'il ne comprend pas ce qui se passe et s'il ne fait pas un choix de priorité. Il a intérêt, à mon avis, à le faire parce que donc Poutine et Xi se sont parlé par vidéochat, très bien, ils se sont invités, l'un aux commémorations de la victoire dans la Grande Guerre patriotique le 9 mai prochain à Moscou, et puis Poutine, il a été invité au 80e anniversaire de la victoire sur le Japon en septembre. Donc voilà, ils ont fait de grands assauts d'amabilité et de réitération de leur engagement à un partenariat quand même stratégique, résilient, stable, et bien sûr avec toujours la même rhétorique, mais qui n'est pas que de la rhétorique, qui est très profonde en fait. C'est ça qu'on a vraiment du mal à mesurer ici en Europe et aux États-Unis aussi manifestement. Parce qu'au-delà de l'alliance russo-chinoise, et de l'aide que chacun peut apporter à l'autre dans la protection de ses intérêts, c'est bien sûr de refonder, en fait, d'être les pièces maîtresses de la refondation de l'ordre international. Et l'ordre international, selon la Chine et selon la Russie, eh bien, il doit être directement tiré de la charte fondatrice des Nations Unies, il doit pratiquer le multilatéralisme, il doit reconnaître des normes basiques dans les relations internationales, la souveraineté des États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., etc. Donc, Trump est en terrain miné. Je ne sais pas s'il en a conscience, parce que là, pour l'instant, il est tout feu, tout flamme. Mais il est en terrain miné, et notamment aussi dans sa relation avec la Chine. Il faut qu'il fasse attention à la manière dont il va l'aborder. Alors, pour l'instant, il a l'air de prendre des positions tempérées. Il a signé un executive order qui s'appelle America First Trade Policy, et il y a une section qui concerne la Chine, mais voilà, il est en gros en train de se mettre en position de dealer, de faire un grand accord en fait, enfin d'essayer en tout cas de faire un grand accord avec la République populaire de Chine, mais en même temps, comme d'habitude, c'est le bâton et la carotte, quoi, comme d'habitude. Mais je ne sais pas s'il a bien compris où était le poids lourd. S'il croit, il croit sans doute, bien sûr, que c'est les États-Unis, mais bon. Donc il est là en train de menacer, si vous voulez, il continue à garder le moyen de pression en disant « mais je peux remettre des sanctions, je peux remettre des tarifs, je peux remettre ci, je peux remettre ça ». Après, il y a
l'histoire de TikTok, que vous avez forcément tous entendu. Donc, sous Biden, il était question de supprimer carrément TikTok au terme d'une loi américaine. Et en fait, là, Trump vient de signer un executive order qui suspend en fait cette suppression, parce qu'il trouve que c'est dit trop brutal pour des millions d'Américains, puis parce qu'il est allé voir et qu'il s'est rendu compte que c'est surtout fait pour des enfants et que franchement, comme il a dit, on a peut-être d'autres problèmes à régler que ça pour l'instant. Enfin, ça ne lui semble pas être forcément un vecteur de captation de données personnelles dangereuses pour les États-Unis. Bon. En tout cas, voilà, là, il se donne aussi un peu de mou, mais il explique quand même que les États-Unis doivent en gros récupérer la moitié de la valeur de TikTok, on ne sait pas comment ni pourquoi, et que sinon, si ça ne se fait pas comme il veut, eh bien, les droits de douane vont reprendre dans un certain nombre de domaines. Voilà. Et enfin, dernier sujet avec la Chine, non des moindres, celui de l'intelligence artificielle, puisque vous savez que là, il y a clairement un combat des titans qui est en train de se structurer, notamment entre le géant chinois qui s'appelle DeepSeek, qui est dirigé par un Chinois qui s'appelle Liang Wenfeng, et qui était présent récemment à un symposium avec le Premier ministre chinois Li pour écouter des suggestions, des opinions sur un rapport du gouvernement qui doit être fait concernant l'intelligence artificielle et la voie que doit choisir la Chine en cette matière. Vous savez que derrière, il y a toute l'histoire, bien sûr, du contrôle technologique que veut appliquer l'Amérique, que veulent appliquer les États-Unis sur le contrôle des puces. Hein, c'est toute l'histoire, c'est aussi toute l'histoire, bien sûr, qui touche jusqu'à Taïwan. Bon, donc il y a une lutte très lourde entre les Chinois d'un côté. Alors, est-ce que tout ça, c'est juste pour montrer que la Chine s'en sort très bien, qu'elle n'a pas elle se fiche des sanctions américaines sur les puces, que tout ça a échoué et que voilà, ou est-ce qu'en fait il y a une vraie faiblesse chinoise et ils essaient juste de la masquer. En tout cas, du côté américain, Trump vient d'annoncer un investissement de 500 milliards de dollars dans une société qui va s'appeler, enfin dans un projet qui va s'appeler Stargate Project, et qui est un projet avec OpenAI et d'autres partenaires qui va, sur les 4 prochaines années, donc investir 500 milliards de dollars pour construire toute une infrastructure, une nouvelle infrastructure d'intelligence artificielle. Donc on voit bien, je ne sais pas où est l'Europe là-dedans naturellement, que là, la compétition va être féroce. Est-ce que les sanctions américaines sur les puces ont affaibli la Chine, ou est-ce qu'au contraire, comme dans d'autres domaines, il y a un effet boomerang qui revient vers les États-Unis de manière négative? De toute façon, Trump a quand même bien conscience que voilà, la Chine grignote des positions économiques et politiques jour après jour, qu'il a une fenêtre d'opportunité quand même très courte pour décider ce qu'il veut faire. Il ne pourra pas courir tous les lièvres à la fois. Donc s'il n'est pas capable de faire une paix intelligente en Ukraine et de restabiliser la sécurité européenne et donc de dealer avec Moscou, eh bien il n'aura pas les moyens de tout mener vis-à-vis de la Chine. Et il n'aura pas les mains libres de toute façon. Et la Russie n'aura aucun intérêt à l'aider, même indirectement, voilà. Donc il doit choisir son front prioritaire. En Ukraine, il est clair que les États-Unis n'ont pas la main haute et que, en fait, le risque qu'ils prennent, c'est de se trouver enlisés dans une guerre d'attrition qui va durer, qui certes affaiblira peut-être Moscou, mais qui va surtout beaucoup les affaiblir eux, politiquement aussi.
D'autant plus, alors ça évidemment, la guerre d'attrition, même si les Ukrainiens la subissent, Zelensky et les gens qui l'entourent, eux, trouvent que c'est très bien pour l'instant, donc pas de négo. Et il y a des rumeurs, bien sûr, mais bon, elles sont presque permanentes, donc c'est difficile de savoir si ça va arriver ou pas, sur une éventuelle encore provocation, attaque sous faux drapeau, etc., qui pourrait en fait pousser Washington à devoir réagir, parce que toute la question, c'est en fait, est-ce que... En plus, vous savez que, oui, que Zelensky a signé un pacte de 100 ans, n'est-ce pas? L'Ukraine a signé un pacte de 100 ans avec la Grande-Bretagne, complètement délirant, de soutien. Donc je pense qu'il est soutenu toujours par les anciennes équipes Biden, par bien sûr les Britanniques, et qu'on lui dit qu'il faut tenir bon, n'est-ce pas, y compris pour mouiller Trump et pour l'embarquer dans quelque chose où il ne pourrait pas ne rien faire, sauf à être celui qui a carrément abandonné l'Ukraine ou qui a perdu la guerre ukrainienne. C'est tout le sujet. Pendant ce temps-là, j'ai fait une émission, j'ai fait un entretien géopolitiquement incorrect avec Jacques Sapir, que vous avez dû voir à partir de samedi dernier, sur l'état réel de l'économie russe, qui va très bien, merci, enfin qui va relativement bien, merci, même s'il y a un peu d'inflation, enfin, c'est pas énorme. Ce qui est sûr, c'est que les revenus de l'économie russe montent en flèche, et en décembre dernier, ils ont vraiment atteint un niveau record de 4 trillions de roubles, même un peu plus, je crois, en dépit des sanctions qui venaient encore d'être renforcées par l'administration sortante sur le gaz et le pétrole, sur les banques qui étaient impliquées dans ces transactions, etc., etc. Donc, en fait, on essaye par tous les moyens de casser, de gêner les paiements, tout le commerce étranger, si vous voulez, fait par la Russie avec l'étranger, mais ça ne marche pas du tout. Les exportations se poursuivent. Donc 4 trillions de roubles, c'est-à-dire à peu près 40 milliards de dollars, 28% de plus par rapport à décembre 2023. Bon, quand même, voilà. C'est le niveau le plus haut depuis 2011. C'est à se demander vraiment à quoi ça sert de faire la guerre. Bon. Donc, évidemment, tout cet argent, ça sert à beaucoup de choses, mais ça sert aussi au système militaro-industriel russe et à l'armée russe et à à tout un tas de programmes, d'ailleurs, aussi sociétaux. Donc, là, il ne faut vraiment pas se tromper. Je pense que tout ce qui va être fait, si vous voulez, la guerre des narratifs, c'est bien gentil, mais là, il va falloir entrer dans le dur. Il va falloir être un peu... prendre les choses en main, quoi, savoir un peu ce qu'on dit, ce qu'on veut, ce qu'on fait. Il n'y a pas que dans les relations humaines que c'est important. Il faut vraiment vouloir les choses et les vouloir à partir d'un bon diagnostic. Et d'ailleurs, je terminerai ce sujet, ce premier point, par l'intervention, enfin l'interview qu'a donné Nikolai Patrouchev, ancien chef du FSB, ancien chef donc il a été chef du FSB jusqu'en 2008, puis après il a dirigé le Conseil de sécurité russe jusqu'en 2024, donc Nikolai Patrouchev, qui est pas la moitié d'un imbécile, et qui a donné une interview à Komsomolskaya Pravda et qui a dit beaucoup de choses, mais j'en ai retenu 3. La première, le point essentiel, c'est qu'en fait, pour lui, tout va vraiment dépendre, et je suis d'accord parce que ça me semble être vraiment l'enjeu, tout va vraiment dépendre de la manière dont Trump va sortir du combat permanent qu'il va avoir à mener contre le Deep State, c'est-à-dire, je ne vais
pas vous redire ce qu'est le deep state américain, c'est-à-dire toutes les structures, toutes les bureaucraties militaires, de renseignement, diplomatiques, mais aussi médiatiques. Enfin bon, il y a beaucoup d'autres relais, hein, intellectuels, académiques. Bon. Mais c'est surtout quand même militaires, Rance et Diplo, qui, bien sûr, sont contre lui, sont contre tout, sont contre le réalisme, sont pour des guerres sans fin partout et toujours, parce que ça nourrit la bête américaine, le système militaro-industriel américain, et ça rapporte beaucoup d'argent à tout le monde, les intermédiaires, les politiques, les lobbies, enfin tout le monde. Bon. Donc, en fait, ce que dit Patrushev, c'est que la manière dont Trump va se sortir de ce combat intérieur va irradier, va avoir des conséquences sur le monde entier, en fait. Et donc, il dit que Trump veut faire des choses qui vont contre ce qu'a fait Biden depuis 4 ans, donc plus pragmatique, plus aligné avec les intérêts du peuple américain, mais la grande question, c'est la résistance interne. Alors, il parle de la Chine, notamment de ce que Trump a comme priorité numéro 1 de monter la pression contre la Chine et éventuellement en augmentant en faisant des pressions artificielles, en augmentant les tensions de manière artificielle. Je pense que là, il pense à Taïwan. Mais là, il dit quelque chose d'important. Et ça va au-delà de... Enfin, c'est une autre manière d'expliquer, en fait, d'éclairer le call vidéo entre Poutine et Xi Jinping. Il dit qu'il ne faut pas que les Américains s'imaginent qu'ils vont arriver, en gros, à opérer un découplage entre nous. La Chine est notre plus important partenaire, avec lesquels nous avons des relations, là je cite, de coopération stratégique privilégiée. Ces relations ne dépendent pas des circonstances. Elles n'ont rien à voir avec la personne qui occupe le bureau ovale. Elles sont trans tout, quoi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie ne va pas donner un coup de poignard dans le dos de la Chine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, surtout, encore une fois, mais ça veut dire que le découplage n'est pas possible. Bien sûr, il y a des intérêts divergents. Par exemple, l'Organisation de coopération de Shanghai, la Banque des BRICS, obéissent à certaines, se conforment à certaines sanctions américaines contre la Russie, hein, sachant que tout ça c'est basé à Pékin, et même certaines banques chinoises le font. Bon, très bien. Donc il y a un jeu. Il y a aussi une compagnie chinoise qui s'est retirée du projet Arctic LNG 2, qui est un énorme projet, mais qui était sous sanction. Et donc, c'est vrai aussi que les Chinois vendent des drones à l'Ukraine, certaines compagnies, mais c'est des compagnies privées. C'est vrai aussi que pendant ce temps, dans l'autre sens, la Russie, elle aide l'Inde en termes d'armement. J'en ai déjà parlé dans les Clés du Monde. Elle a même autorisé récemment l'envoi d'un missile supersonique, le BrahMos, là, qui est produit conjointement par les Indiens et par les Russes aux Philippines. Bon, donc... vous voyez, c'est comme toujours, ce sont des grands pays avec une multitude d'intérêts et d'acteurs, et donc ils font un certain nombre de choses, de petits pas, de petits gestes, qui ne sont pas forcément en totale cohérence avec l'affirmation d'un partenariat stratégique entre eux. Mais sur le fond, on a quand même un bloc, un duo très fort entre Moscou et Pékin, contre Washington. Donc, voilà, il y a des différences, mais en tout cas, voilà ce qu'a rappelé Patrushev. Et puis sa dernière, j'allais dire prédiction, enfin c'est pas une prédiction, enfin, il dit que si les politiques anti-russes continuent, à la fin, il pourrait bien ne plus y avoir d'Ukraine,
il pourrait plus bien ne plus avoir non plus de Moldavie. Bon, la Moldavie, on sait pourquoi, parce qu'elle est en passe d'être absorbée par la Roumanie, mais ça, tout est fait pour de notre côté, si j'ose dire, du côté occidental. Et puis l'Ukraine, parce que la guerre va continuer. La guerre va continuer et il y a tout un tas de villes, alors il les cite, Kharkov, Odessa, Nikolaïev, Dniepropetrovsk, tout ça, c'est évidemment les villes où l'on craint de voir avancer fortement les forces russes si le conflit se prolonge. Voilà, donc il faudrait quand même arrêter. Ça ne veut pas dire que les Russes vont aller en Pologne, hein, c'est pas la question. Ça veut dire que simplement, il faut que les Américains comprennent bien que soit ils changent un tout petit peu, enfin même pas un tout petit peu, ils changent drastiquement de pied et de type de dialogue avec la Russie, et ils arrêtent de les prendre pour des imbéciles, et ils reviennent à une vision rationnelle et comment dirais-je, équilibrée des questions de sécurité en Europe, ce qui veut dire neutralisation de l'Ukraine, etc., démilitarisation quasi totale, enfin, de l'Ukraine, soit ça va continuer et l'escalade va continuer et la Russie ne sera pas en reste parce que de toute façon, elle n'aura pas le choix. C'est aussi une manière de dire qu'évidemment, la négociation ne va pas se faire avec l'Europe, hein, qui a montré qu'elle n'était pas capable en fait d'avoir des positions autonomes, sérieuses, qu'elle suivait aveuglément ce qu'on lui demandait de faire, jusqu'à Trump en tout cas. Ça veut dire que pour, mais ça je l'ai toujours dit, pour Moscou, il n'y a que Washington. Voilà. C'est pas compliqué, c'est pas Londres, c'est pas Bruxelles, c'est pas Paris. Voilà. C'est beaucoup plus solide que ça. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses et c'est comme ça que les États-Unis devraient agir aujourd'hui, sachant que, ils ont voilà, on a vraiment cette crainte, et tous les bons analystes le disent, hein, que ce soit John Mearsheimer, que ce soit Jeffrey Sachs, que ce soit Wilkerson, que ce soit tous, ils ont tous la même compréhension du problème, c'est-à-dire le problème c'est à l'intérieur. Est-ce que Trump va savoir vraiment d'abord être bien informé, vouloir être bien informé, vouloir faire des choses sérieuses qui durent, et pouvoir mettre au pas et en tout cas se libérer des choses trappes que va continuer à mettre sur sa route l'État profond et toutes ses structures. Bon, donc on va voir. Poutine a dit que récemment, il a dit qu'il était d'accord encore avec pour mener des pourparlers avec Trump, mais évidemment, c'est la condition d'une Ukraine sous condition que l'Ukraine se rende, complètement. Qu'on arrête le ridicule de cette situation et le ridicule tragique de cette guerre. Et il fait des pas quand même vis-à-vis des États-Unis qu'évidemment on ne voit probablement pas, ou qu'on prend pour de la faiblesse, ou pour je ne sais quoi. Notamment dans le dernier accord, celui du 17 janvier, qui a été fait avec l'Iran, puisque quand on lit cet accord, on se rend compte qu'en fait, la Russie ne promet pas d'aider militairement l'Iran en cas d'attaque, elle promet de ne pas aider ses adversaires. Donc c'est assez lâche, c'est assez light, on va dire, sur le lien, même si le partenariat russo-iranien au Moyen-Orient est important et demeure, mais quand même, la Russie ne durcit pas, si vous voulez, la situation encore davantage en disant si jamais il vous venait la mauvaise idée de toucher l'Iran, j'envoie mes forces, j'envoie mes troupes. Voilà. Alors bien sûr, c'est parce qu'ils ont besoin de leurs troupes ailleurs, mais pas seulement. Je pense qu'il y a quand même une intelligence de la situation globale du côté de Vladimir Poutine, si on lui reproche parfois de voir si loin, si grand et de ne pas taper plus fort finalement.
et qu'il a compris que là, sur le Moyen-Orient, il faut être intelligent. Bon, voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas toutes les dire, donc je ne vais pas le faire. Je passe à l'Europe. Trump et l'Europe. Le grand tournant, est-ce que ça va être un abandon des petits Européens ou est-ce que ça va être une reprise en main, un début de tentative de déstabilisation, l'exploitation des clivages internes de l'Europe? Un peu de tout ça, probablement. Au moment où nous parlons, il y a des manifestations en Slovaquie. Je vous rappelle que la Slovaquie avec la Hongrie, c'est un des pays les plus réalistes en fait, du pôle européen, qui sont pour la paix, pour l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine, etc. Comme par hasard, après avoir tenté d'assassiner le Premier ministre Fico, comme il n'est pas mort, 2 fois, on a essayé quand même, comme il n'est pas mort, il continue à expliquer qu'il n'a pas l'intention de continuer à cracher au bassinet, ni à autoriser quoi que ce soit pour l'aide à l'Ukraine. Il veut que ça s'arrête, il veut qu'il y ait une paix. Eh bien, maintenant, il y a des manifestations, comme c'est étrange, dans son pays. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a toujours une lutte active entre les globalistes et les européistes et l'OTAN, si vous voulez, qui a encore lancé des grandes manœuvres, donc fait tout pour savonner la planche de la paix, si vous voulez. Et donc il y a toujours cette lutte et plus forte que jamais, entre les mécanismes, les superstructures européennes de la Commission et au Parlement, c'est plus compliqué, mais enfin le Parlement a peu de pouvoir, c'est ça le problème. Donc en tout cas, voilà, la technostructure européenne et les élites qu'elle représente et qu'elle nourrit, et qui est donc pour l'européisme, la fusion, etc., tout ça sous le mythe d'une Europe forte qui va se défendre toute seule. Et puis, de l'autre côté, un certain nombre d'États qui progressivement prennent leur distance avec ce bellicisme européen qui est suicidaire, je l'ai dit déjà plusieurs fois, et qui essaie de se faire entendre de plus en plus. Les derniers, c'est les Tchèques. Maintenant, il y a le président d'un parti d'opposition qui commence à faire des déclarations aussi en disant que si jamais ils arrivaient au pouvoir, on arrêterait les frais, quoi. On arrêterait les frais. Bon, la question, c'est qu'avec un Trump qui prend les Européens de très haut, pour les soumettre ou pour les abandonner, on ne sait pas encore, mais en tout cas, qui les prend de très haut, il y a évidemment ceux qui regimbent, et je vous le donne en mille. Nous avons évidemment la France, parce que notre président de la République est très, très agacé, évidemment, de la victoire de Trump. Manifestement, on ne le lui avait pas dit, on ne le lui avait pas prédit, on n'avait rien compris. Enfin bon, bref, ils vivent dans leurs rêves. Et donc, elle a été humiliée par Trump, il n'était pas à Washington. Donc voilà, on continue à avoir des déclarations présidentielles ou même du Premier ministre disant que la guerre n'est pas finie, qu'elle va durer, c'est pas pour demain la paix, ni pour après-demain, qu'il faut multiplier les dépenses européennes en matière de défense. Donc ça veut dire continuer à acheter des armes américaines. C'est là qu'est le trick, hein, c'est là qu'est l'astuce, c'est là qu'est le mensonge, c'est là qu'on prend les gens pour des imbéciles. Parce qu'en fait, augmenter la défense de l'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter la dépendance à l'industrie de défense américaine. Donc c'est faux, si vous voulez. Bien sûr, il y a des industries de défense en Europe, et la nôtre en est une bonne, mais pas pour faire de l'Europe un bloc militaire autonome. Enfin, soyons sérieux, sans parler même de l'inanité de plus en plus croissante et flagrante de l'identité politique européenne, si vous voulez. Bon, on voit bien qu'il y a un gros problème. Enfin bon, on continue. Et donc, voilà, face à ça, on a l'Europe des peuples, l'Europe conservatrice, que notre président appelle l'international réactionnaire. Bon, très bien, donc moi je veux bien, mais je ne suis pas sûre que ce soit très intelligent de voir les choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe n'est pas dans l'œil du cyclone, au sens où elle n'est pas dans la partie calme.
elle va être dans une tourmente économique, dans une tourmente énergétique, dans une tourmente géopolitique, et que c'est vraiment l'heure d'être capable de réviser nos politiques étrangères, et je parle pour mon pays, et d'essayer d'avoir une vision beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus intelligente, et de se servir encore des quelques atouts qui nous restent pour essayer de trouver un rôle, c'est beaucoup dire, mais déjà oui, de faire ce fameux petit pas de côté dans l'intelligence des choses, qui est quand même extrêmement basse, extrêmement faible dans tout ce conflit ukrainien, mais dans d'autres parties du monde aussi, et de commencer à voir plus loin. Et je pense que la refondation, encore une fois, je le répète, la refondation des structures, d'un équilibre de sécurité en Europe, c'est un point fondamental, c'est le point d'ailleurs sur lequel appuie la Russie, parce que c'est ce qu'elle veut un accord durable, elle veut refonder, elle veut retrouver le calme à ses frontières, en fait, voilà. Et qu'on arrête de lui chercher des poux, en fait, de chercher à l'affaiblir. Donc c'est ça qu'il faut essayer de retrouver. Tout le monde y a intérêt, c'est une évidence. Donc à part la fierté, la vanité, les blessés, les trucs complètement ridicules, tout l'intérêt économique, énergétique, politique, géopolitique de l'Europe est de faire cesser ce conflit. Voilà. Bon, je le redis, c'est comme ça. En tout cas, alors, donc les européistes, pour l'instant, ils sont à contre-temps, hein, c'est évident. Et leur discours, c'est Trump veut nous diviser. Voilà, Trump veut nous diviser pour régner. Ils ne parviennent pas à comprendre que la victoire de Trump, c'est en fait un accélérateur, si elle était comprise intelligemment, et si on savait opérer des virages, un accélérateur possible pour une réforme des mécanismes même de l'Europe, dans un sens plus favorable, in fine, à ses intérêts. C'est une très mauvaise analyse, en fait, des mécanismes de la puissance politique. La fusion, la dilution, encore une fois, ne produit pas de puissance ni d'influence. Je ne sais pas comment il faut l'expliquer. On en a des preuves toute la sainte journée. Ce n'est pas parce qu'il y a un marché européen, certes, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a. Et il nous est de plus en plus, défavorable, parce qu'on a tellement d'idéologies et tellement de... Donc, on est complètement, en fait, c'est même plus le bleu, on est dans le flou, dans le noir, dans le gris. Bon. Donc, je pense que Trump va simplement travailler en Europe avec ceux qui partagent sa vision. Voilà. Et si sa vision, c'est de se débarrasser de l'accès ukrainien, ce que j'appelle de mes voeux, il va travailler avec ceux qui pensent comme ça. Troisième point, je dois aller très très vite, le Moyen-Orient. Alors, sur Gaza, dans les discours qu'il a fait là, depuis son intronisation, c'est terrifiant. Hein, c'est-à-dire qu'il se lave manifestement les mains de ce qui s'est passé, du massacre qui s'est fait depuis fin octobre. Depuis mi-octobre 2023, il y a une indécence, je trouve, une indignité même, confondante de ces déclarations sur l'avenir de Gaza. Je ne sais pas si vous avez écouté, il explique en gros que c'est un très bel endroit et qu'on pourrait faire des programmes immobiliers magnifiques, hein, parce qu'ils ont vraiment tout. Hein, donc, sous-entendu, les Palestiniens n'en ont rien fait, tant pis pour eux s'ils en sont expulsés ou s'ils meurent sous les gravats des bombes américaines, d'ailleurs, fournies à Israël. Donc, on peut le reconstruire, c'est très bien, mais enfin, évidemment, pas avec une implantation de colons, ce que souhaite Israël. Bien sûr, Israël souhaite que Gaza devienne Israël. Bon. Donc, il y a un total déni du fait que c'est quand même une guerre américaine, parce qu'Israël n'aurait jamais pu la faire sans les livraisons d'armes américaines. D'ailleurs, à Davos, il n'y a pas eu non plus un mot sur les Palestiniens. C'est vraiment tragique, c'est-à-dire que, en fait, il y a une marginalisation du sujet palestinien, et donc une complicité de fait avec le bilan humain quand même de ces opérations israéliennes. On va de 50 à 150 000 morts, hein, on ne sait pas encore parce qu'on ne peut pas tout compter pour l'instant, dont en gros la moitié sont des femmes et des enfants. Voilà. Donc je crois que ça n'est pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça.
Donc, depuis la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi j'ai dit la première, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, on a donc ce cessez-le-feu qui a été imposé à Benjamin Netanyahou, clairement, dont Trump revendique l'obtention, qu'on aurait pu obtenir, c'est un peu comme la paix en Ukraine, hein, on aurait pu l'obtenir en fait, comme l'a rappelé le Premier ministre du Qatar, ça fait 20 mois qu'on en parle, hein, on a perdu 20 mois et tant de morts et tant de tragédies, parce que finalement on arrive à cet accord de cesser le feu pour récupérer 33 otages qui apparemment arrivent en bon état, en bonne santé, d'après ce qu'on a pu voir. Mais, après cette première phase du cessez-le-feu, il n'est pas du tout certain que les opérations militaires israéliennes s'arrêtent, et je dirais même qu'il est très probable que la guerre reprenne. Parce que, alors Netanyahou s'en est d'ailleurs vanté, il a expliqué que les États-Unis lui donnaient son plein soutien si jamais quoi que ce soit n'allait pas dans cet accord de cessez-le-feu, n'était pas respecté, etc., pour reprendre les opérations. Et on sait que c'est dans son intérêt politique, ne serait-ce que pour maintenir sa coalition. Je ne parle même pas de ce qui se passe en Cisjordanie en ce moment, des expulsions, des meurtres, voilà. Donc, que pense Trump de tout ça? Bon, clairement, il ne veut pas... Clairement, je pense qu'il se dit que c'est horrible peut-être, mais c'est nécessaire. Et c'est nécessaire parce que, alors le cessez-le-feu, il a été imposé. Il faut quand même se rendre compte que le Hamas n'est pas défait. Si vous voulez, c'est tout ça pour ça. Le Hamas n'est pas défait, est loin de l'être et ne le sera pas de sitôt. Donc c'est quand même un échec terrible pour l'armée israélienne. Bon, ça aussi c'est indicible et je vais me faire... on va me dire que je raconte n'importe quoi, mais enfin il y a quand même maintenant beaucoup d'articles, d'analyses, de gens militaires, y compris israéliens, qui le disent. Donc c'est une expérience terrifiante en fait pour Israël. Voilà. Et en plus, Israël, non seulement veut éventuellement reprendre ses opérations, mais continue toujours à avoir cette idée possible d'une frappe sur l'Iran et de pouvoir y entraîner les États-Unis. Et c'est là, à mon avis, que Trump peut, sauf s'il est assez fou pour penser qu'une opération militaire israélienne, avec ou sans appui aérien, uniquement aérien des États-Unis, pourrait permettre de casser les installations nucléaires iraniennes, ce qui est impossible. Il faudra une opération au sol, et là c'est une autre affaire, donc ce serait une pure folie. Donc il faut espérer que Trump comprenne que ça n'est pas jouable, cette option-là, et donc dise non à Netanyahou. Et il y est incité parce qu'il a un autre projet, Trump. Il a un autre projet depuis longtemps, dont il parle de temps en temps et qui devient de plus en plus clair, qui est celui, en fait, de rétablir et de renforcer considérablement son alliance. Et ça, je l'ai aussi dit plusieurs fois, il faut suivre ce que fait l'Arabie saoudite, renforcer considérablement son alliance avec MBS, pour recréer les accords d'Abraham 2.0, je ne sais pas s'ils s'appelleront Abraham toujours, les accords Trump peut-être, ou les accords Trump-MBS, ou les accords, je ne sais quoi, États-Unis, Golfe, qui donc permettraient à Israël une certaine sécurité, ou en tout cas de reprendre en fait tout l'équilibre du Moyen-Orient avec l'Arabie saoudite comme partenaire de tête, si vous voulez, des États-Unis. Évidemment, ça va être compliqué. D'abord parce que l'Arabie saoudite y met de grandes ambitions, donc ça peut lui convenir. Et ça peut même convenir à Israël, bien sûr, c'est ce qu'il recherchait. Et c'est pour ça que le rapprochement avec l'Iran leur avait tant déplu. Mais il ne faut pas oublier derrière qu'il y a aussi la Russie et la Chine qui travaillent avec l'Arabie saoudite, et la Russie notamment
qui s'entend jusqu'à présent en tout cas très bien avec Poutine. Entre Poutine et MBS, je crois que ça va très bien. Donc ça va pas non plus se faire tout seul tout ça. Mais je pense que c'est l'idée de Trump et c'est peut-être cela qui peut faire baisser à un moment donné la tension, notamment entre Israël et l'Iran, parce qu'Israël aura à choisir, si vous voulez. On va peut-être lui permettre de régler, si j'ose dire, à sa manière la question de Gaza, c'est-à-dire par le feu et le sang. Il parle même aujourd'hui de carrément envoyer les habitants qui restent à Gaza en Indonésie. Bon, enfin, voilà. Mais de pouvoir obtenir un accord de sécurité plus global qui leur conviendrait mieux. Voilà. Et ça pourrait permettre aussi à l'Iran, peut-être, si les États-Unis lèvent partiellement un peu les sanctions, la chape des sanctions, contre des concessions en matière nucléaire. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de choses pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc c'est difficile d'être plus précis que ça. Ce qui est sûr, c'est que la question palestinienne est clairement de plus en plus marginalisée, même si on en parle toujours, la solution à des États, tout le monde en parle, mais si à la fin les États arabes ont intérêt à faire autrement, j'ai bien peur que ce soit encore remis au calendrier grec, si j'ose dire. Ça n'avancera pas forcément sur le fond, il y aura peut-être quelques déclarations, mais bon, voilà, c'est peu probable. C'est peu probable. Il y a après la Syrie, mais là je ne peux pas vous en parler parce que ça prendrait du temps. Je vais faire une clé du monde dessus, sur le contrôle territorial, en fait, qui va être l'enjeu maintenant pour le pouvoir en place, parce qu'il y a un certain nombre d'autres acteurs qui ont d'autres ambitions. Donc là, je vais vous faire une clé du monde là-dessus. Et je vais aussi en faire une sur l'Afrique et notamment sur le Sahel. Voilà, je termine comme d'habitude un peu en queue de poisson. Je vous remercie de votre attention. Likez, partagez cette vidéo. Venez me rejoindre au Cercle Paix et Guerre. Et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.